Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Comme tu ne sais pas que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Le groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Rappelez-vous que le but est de sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de laisser un commentaire. Peu importe le commentaire, laissez un commentaire, dites ce que vous pensez en commentaire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Merci et tout. Je vais très bien, merci. Super. Je vais venir raconter l'histoire de ma cousine. Et je vais d'abord interpeller ce soir les parents qui aiment souvent confier leurs enfants à des oncles ou bien à des tantes. Je dirais aussi que la vie, parfois même quand tu manges, même si c'est du tapioca ou du gari, il est préférable de rester souvent avec tes enfants, même si tu ne manges rien au fait. Parce que le fait de confier souvent les enfants à nos proches, soi-disant proches au fait, c'est peut-être le moyen de sacrifier ou bien de livrer souvent ses enfants sans le savoir, parce qu'on se dit souvent que la vie est dure. Si j'ai un parent peut-être bien placé, il pourra mieux éduquer mon enfant. Donc, il n'y a pas de meilleure éducation ailleurs que soi-même avec ses enfants. Donc, c'est ma cousine. Malheureusement, elle est décédée déjà. Sa maman on avait un oncle, en fait, il travaillait avec un monsieur bien placé du pays. Donc, le monsieur, quand il vient rendre visite à ma tante, il voit ma cousine, il dit « Oh non, mais cette enfant, elle est très intelligente. Donc, j'aimerais que tu me la donnes, tu me la confies. Comme ça, moi, je vais mieux, au fait, l'éduquer. Je vais mieux contribuer à son éducation et autres. » Donc, ma tante confie l'enfant à son soi-disant frère. Et quand le frère amène l'enfant, puisque c'était d'une ville à une autre, elle était déjà en terminale, seconde première, je pense. C'est comme ça que une petite jeune fille à la fleur de l'âge, bien potelée, très belle. De jour en jour, on ne faisait que constater que l'enfant perdait du poids et maigrissait. Voilà. Et elle était l'une de mes confidentes. Et dans cette maison, elle ne vivait pas seule, elle vivait avec la copine de notre oncle et les deux petites sœurs directes de notre oncle. C'est comme ça que, puisque elle et moi, on se confiait, on se parlait tellement de choses qu'il y avait des choses que les parents ne pouvaient pas savoir, mais avec moi, quand même, elle me disait. Donc, c'est comme ça, un jour, elle vient passer le week-end chez nous, mais elle maigrissait de jour en jour. On ne comprenait pas pourquoi. Quand on demandait toutefois, elle disait non, c'est parce que je fréquente, l'école est dure et autres, je bûche beaucoup. Ah, bon, nous, on laissait tomber, on disait, bon, on croyait au fait à ce qu'elle disait, alors que c'était pas ça. C'est comme ça qu'elle me raconte un jour, elle me dit, Diane, vraiment, est-ce que tu sais que tonton tel, je vais dire quoi, je vais dire qu'elle t'aime. Il m'a couché au fait, excusez-moi du thème. J'étais scandalisée, je dis non, mais comment ça s'est passé? Je ne crois pas à ça au fait. Elle me dit réellement, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique, elle me dit un jour c'était son anniversaire. Ils sont allés, il a pris les filles, sa copine et mes trois sœurs avec ma cousine également. Donc ça faisait, elles étaient deux tantes et ma sœur. Donc elles étaient 4. Ils sont allés dans un restaurant, ils ont mangé, après ils ont pris un peu d'alcool. Et comme les 3 filles dormaient dans une chambre et notre oncle dormait avec sa copine, c'est comme ça qu'elles sont rentrées. Elles n'ont même pas eu le temps d'aller à la douche au fait. Donc pour elles, elles se sont endormies. Mais bizarrement, le matin, ma cousine, elle se réveille nue comme elle est sortie du ventre au fait. Et quand elle essaye de se rappeler, elle essaie de ses sœurs demandent mais pourquoi tu es nue? Pourtant on est rentré, on n'est même pas là, la douche, on ne s'est pas lavé autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle veut se lever du lit, les douleurs, elle ne pouvait pas se lever, douleur au bas-ventre et elle saignait. C'est comme ça que c'est se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Essaie un peu de te rappeler et tu nous dis réellement ce qui s'est passé au fait. C'est comme ça que elle raconte, elle essaie de se rappeler, de coller les morceaux. Elle se rappelle qu'effectivement, tonton tel nous a amenés à la douche. Il m'a appelé au fait quand on est arrivé. Il m'a dit de venir à la douche. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me relève le matin dans cet état. Les filles ont craqué. C'est comme ça que le matin, on se réveille avec sa copine.
elles ont fait pression que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que tel nous raconte. Il y a eu quoi réellement? Avec la pression des filles, l'oncle a quand même le courage d'avouer que oui, effectivement, voilà ce qui s'est passé. Mais ça devait rester entre nous. Vraiment, faut pas que la famille soit au courant de ce qui s'est passé. C'était quand le début de l'enfer pour ma sœur. Et elles ont essayé de couvrir, au fait, date de notre oncle. Mais de jour en jour, dans ses rêves, elle rêvait là où elle était avec des chats en train de faire des rapports sexuels, avec des chiens et autres. Vraiment des trucs bizarres et flous et difficiles, au fait. Vraiment des trucs, des rêves inexplicables. C'est comme ça que quand elle m'explique le problème, parce que moi d'abord je suis de nature très chaude et très éveillée, il y a des trucs que je ne tolère pas. J'appelle mon père, je dis voilà, depuis des mois on constate que l'enfant m'écrit, voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle m'a raconté. Mon père, il n'a pas toléré. Mon père a appelé notre oncle en question. Il a dit non, il faut nous renvoyer l'enfant. Elle va retourner chez sa mère. Il est préférable. C'est comme ça. Ça fait des grands problèmes dans la famille. Elle est rentrée chez sa mère. Mais elle rentre chez sa mère déjà avec un cercueil, au fait. Parce que cet acte pratiqué, c'était juste... je veux dire quoi, c'était un acte, au fait, démoniaque, au fait. Pour des contrats ou des pactes, je sais pas trop quoi. Que le monsieur avait dû faire, au fait. Pour terminer avec sa vie et exceller dans son boulot. Donc, quand elle rentre chez sa mère, elle rentre carrément un cercueil vivant, au fait. Et quand elle retourne, le manque de, je vais dire quoi, le fait de ne pas vraiment être attentif à des gestes. Parce que si aujourd'hui, si sa mère avait peut-être pensé que non, il fallait que j'amène peut-être l'enfant chez un prêtre ou bien chez un pasteur pour essayer, au fait, de briser tous ces liens, de détruire tous ces liens qui se sont passés. Aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait pas de ma sœur au futur. On parlerait d'elle au présent, au fait. Mais sa mère, elle a négligé. Elle a dit, bon, ça s'est passé. Bon, peut-être, elle a négligé complètement. L'enfant n'a pas tenu un an, en fait. Elle n'a pas tenu un an. Et un jour, elle s'est mise à vomir du sang. Et malgré ça, elle continue à faire de mauvais rêves. Elle s'est mise à vomir du sang, à faire des selles remplies de sang, des trucs bizarres, au fait, qui sortaient en elle. C'est comme ça qu'on l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, les docteurs ne voient rien. On appelle le pasteur vient même, il prie, rien. Les prêtres viennent, rien. Même les marabouts sont venus, rien du tout. On lui a donné toutes sortes de potions, ça n'allait pas. Et bizarrement, elle parlait avec les gens, dont les gens l'appelaient, genre comme elle était sur le plat, comment tu vas et autres. Ce qui se passe, ce qui est bizarre, c'est que la dernière personne avec qui elle parle, c'est notre oncle. Et pourtant, on lui avait interdit tout contact avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé ou bien comment ça s'est passé, parce que quand elle meurt, sa mère n'était pas là, elle était avec mon cousin, dont son petit frère à l'hôpital. Elle meurt à 5 heures. Et la dernière personne avec qui elle parlait, c'était cet oncle-là. On ne sait pas ce dont il racontait. Ils ont parlé longtemps au téléphone. Et quand elle raccroche le téléphone, elle n'a pas fait 10 minutes. Elle a rendu l'âme. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Donc, j'aimerais vraiment... Et cette histoire m'a tellement marqué. D'où mon intervention ce soir pour interpeller les parents vraiment qui pensent que parce qu'ils vivent mal, parce qu'ils vivent des difficultés aujourd'hui, ils vont facilement confier leurs enfants à des parents, même si c'est ton frère, même si c'est ton grand frère, même si c'est ta grande soeur. En fait, il n'y a pas de confiance de nos jours. Mange les cailloux, mange au sable avec ton enfant. Et le Seigneur, lui-même, il a nourri les oiseaux du ciel. Combien de fois, nous qui sommes des êtres humains, il le fera aussi pour nous. Donc, c'était un peu l'attention que je voulais attirer ce soir. Merci beaucoup, Diane, pour l'histoire. Vraiment, le conseil est vraiment profond. D'accord, il n'y a pas de quoi. Bonsoir, DMJ. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, vous m'écoutez? Oui, très bien, très bien. Bon, c'est la première fois que je monte sur le live depuis que je suis dans les commentaires. Ce soir, je vais raconter l'histoire d'un gendarme qui est mort avec une grenouille dans le ventre. Donc, ça m'a fait penser à l'histoire que la dame avait racontée la dernière fois. Je sais plus trop. Celle qui était morte avec le lézard ou un quoi dans le, je sais plus trop. Donc l'histoire se passe quand j'étais à l'extrême nord, Koussiri. Je travaillais là-bas encore à la frontière Nigeria-Cameroun. Donc, pour ceux qui font la région, ils vont remarquer qu'il y a les Nigérians qui passent avec des gros camions que eux-mêmes ils ont customisés. Ils passent avec des gros camions et dans ces camions-là, les Aladji de là-bas profitent pour faire le trafic de voitures. Donc, ils mettent les voitures sous les camions et puis couvrent avec les nattes, autre chose. Et les gendarmes de là-bas savent déjà que ces gens-là font du trafic de voitures. Donc, c'est déjà comme ça.
quand ils reviennent avec les voitures, ils sont censés payer un droit de passage au niveau de la frontière. Après le Covid, donc, puisque avant le Covid, pendant le Covid, le pont était fermé. Après le Covid, on a réouvert le pont et le commerce a recommencé. Il y avait donc un Aladi un jour qui est parti chercher sa marchandise au Nigeria comme d'habitude. Il est rentré avec. Et il y avait un gendarme anglophone qui travaillait de ce côté. Le gendarme lui dit que je sais que tu as les voitures en contrebande. Donc moi, je te demande 4 millions de francs. Si tu veux passer, tu me donnes 4 millions. L'Aladi lui dit non. Actuellement, tu vois, même toi-même, je suis allé faire le marché. Tout ce que j'ai sur moi, en tout et pour tout, c'est 2 millions. Je n'ai pas d'argent, vraiment, je n'ai pas d'argent. Pour cette fois-ci, laisse-moi passer. Le prochain marché, je vais te donner tes 4 millions comptant. Le gars dit qu'il ne peut pas, il n'est pas d'accord. Comment ça se fait que le gars part faire d'abord, il fait la contrebande. En plus, on lui demande, il ne veut pas payer, qu'il n'est même pas un peu d'accord. Là, je lui dis que non, ce que tu vois là, le commerce est dur. Avec le pont qui était fermé, la reprise est difficile. Laisse comme ça pour aujourd'hui. Prochainement, je te donne tes 4 millions. Il dit jamais. Seulement qu'il veut ces 4 millions. Sinon, le gars là gare le camion et puis ça, et on gâte tout. Il appelle la douane et puis on va le taxer. Il peut m'aller en prison, tout ça. Et il y avait un autre gendarme qui est à côté qui lui dit que voilà. Il faut le comprendre. Chacun se cherche. Avec le Covid, c'était pas facile. Il faut prendre les 2 millions et on se partage. Parce qu'on était là, est-ce qu'on savait qu'on devait avoir le PSI aujourd'hui? 2 millions, c'est pas petit. Prenons ça comme ça. Le gendarme dit jamais. Si ce n'est pas 4 millions, là, il ne prend pas. Alors, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a garé le camion. Il a pris la voiture. Il est allé à Kousséri. Il est allé débloquer les 4 millions. Il est revenu. Entre-temps, l'autre gendarme qui lui avait demandé de prendre les 2 millions, il y avait encore un petit, un bleu qui venait d'arriver. Il est allé voir le petit et il lui a dit, ne prends pas, si c'est que le gars là vient avec les 4 millions, ne pars pas, ne prends pas cet argent. Parce qu'on ne sait pas, les gens ici sont très méchants. Ne prends pas cet argent. N'est-ce pas, les 4 millions sont arrivés. Il a compté. Là, déjà démarré sa voiture, il est parti. 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, il reste chez lui, il entend la grenouille. Il entend la grenouille dans son ventre. Il entend comment la grenouille fait croc. Il ne comprenait pas au début que c'était lui. Il ne savait pas que c'était de son ventre que ça venait. Et après un jour, il est couché avec sa femme dans la chambre. Sa femme lui dit que mais pourquoi ce n'est même pas la saison des pluies? J'entends les grenouilles chanter. Il dit donc à sa femme que voilà, depuis quelques jours, j'entends les grenouilles chanter dans mon ventre. Au fur et à mesure que le temps passe, les grenouilles, dans le bruit des grenouilles s'accentue. Les bruits. Il était très mal à l'aise. Et il sentait son ventre bouger, son ventre gonfler. Il repart donc à son lieu de service. Il dit à son collègue là, qu'il avait averti, puisque son collègue qu'il avait averti, lui est de la communauté. Le collègue là, on lui dit que comme c'est déjà comme ça, le mieux c'est qu'on aille voir le chef. Dans leur patron, non. Ils arrivent donc. Le patron dit d'abord que comment se fait-il que toi, tu as pris 4 millions? Tu n'es jamais venu me dire que tu as pris 4 millions en route. Donc tu as mangé ton gombo seul. C'est quand ça se gâte que tu viens me dire oui, tu viens maintenant me dire que non. La grenouille a fait que moi je ne peux rien te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a le ministre qui arrive. Le ministre de la Défense qui arrive, puisqu'il était, ce temps il était je crois que c'est le secrétaire de la Défense qui est de la communauté là-bas. Il va venir dans son village. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller le voir. Peut-être lui, il aura une solution. Le gars est venu, ils sont allés voir le gars. Le ministre dit qu'à l'heure-ci, ce que je peux faire, c'est que j'attends. Parce que le commerçant, lui, fait la ligne presque tous les mois. Donc, on va attendre le mois prochain. Je vais revenir et on va aller voir ce commerçant ensemble. Le mois est passé. Entre-temps, son cas ne faisait que s'aggraver. Il n'arrivait même plus à marcher, les pieds avaient gonflé. Le commerçant est passé, on a interpellé le monsieur. Le monsieur est venu. Entre-temps, il a cherché 4 millions. Il est parti chercher 4 millions, il est revenu avec. On a convoqué le monsieur au commissariat. On dit donc, monsieur, que vraiment, on ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. Prends ton argent.
Là, je dis que, mais il y a quoi? Vous m'appelez pourquoi? Vous m'interpellez pourquoi? Ce monsieur, s'il m'avait interpellé, il m'a demandé 4 millions. Est-ce que je ne lui ai pas donné son argent? Il dit que oui. Tu m'as donné les 4 millions, mais maintenant, je ne veux plus. Récupère ton argent. Je ne veux plus. Si c'est comme ça que ça devait être, je ne veux plus cet argent. Prends ton argent, tu pars. Le gars lui dit que jamais. Tu m'as demandé 4 millions, je t'ai donné 4 millions. Le reste là, je ne suis pas au courant et ne m'interpellez plus jamais par rapport à cette affaire. Moi, je ne connais rien dans cette histoire. Tu m'as demandé 4 millions, je t'ai donné 4 millions. Cet argent-là, moi, je ne reprends plus ça. L'argent qui est sorti n'entre plus. Va avec. Tu voulais 4 millions, non, voilà ça. Tu vas manger les 4 millions là jusqu'à tu vas te rassasier. Il est parti, il a pris ça, il a bien raillé son gandoura, il s'est levé, il est entré dans sa voiture, il est parti. Le ministre a dit que bon, tout ce que moi il peut faire pour toi maintenant, c'est de ramener dans ton village au sud-ouest. Tu pars là-bas, tu pars mourir chez vous. Parce que ça là, si c'est que ce n'est pas lui, on ne peut plus enlever ça. Donc c'est fini pour toi comme ça. Il est rentré. On a fait la fête d'action, il est rentré au sud-ouest. C'est comme ça qu'il est mort. Tout ça parce qu'il avait les gros. Tu n'as rien travaillé, on te donne 2 millions, tu dis que tu ne veux pas. Donc voilà, c'était une histoire vraie que j'ai vécue. Donc vraiment, il faut vraiment apprendre à mériter l'argent qu'on travaille. Et puis il faut aussi apprendre. Si tu veux faire ton travail, si c'est que tu es là pour contrôler les trucs derrière là et que tu fais ton travail, soit tu stoppes et tu fais le travail normalement, soit tu t'entends avec les gens. Tu peux même faire le système dans le vol. Tu es dans la fraude. Et puis tu as encore fait le CCA que nous on a donné 4 millions, comme si c'était ton argent, c'est un salaire que tu méritais. Comme il a travaillé. Soit tu fais ton travail normalement, tu appelles la douane, ils viennent faire le travail, ou bien tu laisses passer. Donc c'est un peu ça. Ah, il est mort. Il laisse une veuve et 4 enfants en bas âge. Ouais. Ok. Bonne soirée. Et à toi, merci beaucoup. La première, c'est celle de mon grand frère. À l'époque, il avait un ami avec qui il faisait beaucoup d'activités ensemble parce qu'ils se débrouillaient. Mon frère fréquentait, mais lui ne fréquentait pas. Donc, dans la ville voisine, les rumeurs ont commencé à courir qu'entre temps, il y a une secte qui s'est implantée dans cette ville-là. Et son ami, les rumeurs ont commencé aussi à courir qu'entre temps, il était entré dans le truc en fait. Apparemment, son ami aussi était entré dans la secte. Cet ami-là. Donc, son ami était entré dans cette secte-là et il avait changé aussi son niveau de vie. Donc, il a commencé par payer les terrains, lancer les activités un peu plus grandes que ce qu'il faisait avec mon frère. Donc, il ne marchait plus vraiment trop avec mon frère parce que il n'était pas de sa catégorie. C'est comme ça donc que un jour, il vient voir mon frère, il lui donne un paquet d'argent qu'il a emballé en fait. Il dit à mon frère, s'il te plaît, garde-moi ça. Quand j'en aurai besoin, je veux pas garder, je risque d'utiliser. Donc, mon frère prend, il garde, parce que c'était pas quelqu'un qui était trop cher sur l'argent ou quoi. Il prend, il garde, il reste tranquille. Le gars part, il ne revient pas plus d'un mois et demi après. Parce qu'à l'époque aussi, il faisait souvent dans l'élevage, les porcs, les lapins et tout. Un jour donc, il voit que mon frère allait acheter un porc. Quand il a vu ça, le soir du même jour, il vient à la maison, tellement pressé, un chat. Il dit à mon frère que pardon, l'argent qui était donné là, va prendre ça, tu vas me donner. Oh, je dois aller quelque part avec ça maintenant, il doit utiliser ça maintenant et tout et tout. Mon frère entre dans les dents, il prend son paquet d'argent, il vient lui donner. Dès qu'il a vu mon frère à distance, il s'est tellement énervé. Il s'est mis à lui gronder, à lui crier dessus que mais tu es comment? Tu es quel genre de personne? On te donne l'argent, tu peux garder. Tu n'ouvres même pas pour vérifier si ce qu'on t'a donné c'est ça. Tu ne comptes même pas rien. Comment? Ah, mon frère était tellement perplexe que mais tu m'as dit de aller garder. Maintenant il te remet c'est un point comment. Il a commencé à se fâcher, crier sur mon frère. C'est comme ça que il prend l'argent, il est parti. Et depuis le jour là, l'amitié s'est arrêtée. Parce que même avant qu'il ne donne l'argent, il y avait beaucoup de leurs compagnons avec qui il marchait, qui étaient venus se plaindre chez mes parents que non, il ne faut plus lui permettre de même venir à la maison et tout. Il est entré dans les trucs comme ça. Mais on parlait à mon bic qui ne comprenait pas. Mais quand il s'est passé comme ça, c'est comme
pour ça qu'ils ont coupé les ponts, même bonjour, bonsoir, jusqu'aujourd'hui. Tu parles de rien. Donc c'était un peu mon histoire pour dire aux gens qui disent que non, on ne dort pas avec l'argent là, que il y a les agents qu'on n'utilise pas pour rembourser après. Il y a les agents qu'on n'utilise pas pour dire que non, je vais d'abord prendre, gérer mes pouvoirs après rembourser après. Sinon, on va te dire que le même billet que tu avais donné là, la couleur, il y avait un point bleu sur ça, c'est ça qu'on veut. Donc, c'était ma première histoire. Bonsoir DMG. Bon, je reviens puisque je vois que je pense qu'on ne sait pas souvent choisir les amis pour nous. Voilà, on prend souvent n'importe qui pour ami sans souvent savoir au fait qui est cette personne, sans se renseigner quoi. Donc c'est l'histoire des jeunes de la ville, de ma ville où je suis. Et il y avait 3 jeunes. Parmi ces 3 jeunes, il y avait un dont il était un peu rigambique au fait. Et les 2 autres se cherchaient encore. C'est comme ça que l'un des jeunes courageux demande à celui qui était un peu le plus aisé au fait. Il lui demande demander genre, mais mon frère, comment tu fais? C'est toujours toi qui nous gères quand on sort. Tu as toujours le pognon, tu as de l'argent. Vraiment, tu fais comment? Et je connaissant ce que tu es, dans quoi tu es aisé, c'est pas vraiment grande chose et autres. C'est comme ça que l'ami lui dit, ah bon, tu veux vraiment savoir dans quoi je fais? Il dit, oui, je veux vraiment savoir. Donc, c'est comme ça qu'il l'amène dans la secte. Et quand il l'amène dans la secte, à l'instant T, il ne voyait pas ça comme la secte au fait. Donc, lui, il se disait, bon, c'est un truc, juste des petites conditions à remplir. On n'avait pas encore demandé le sang. Il a négligé, il a bouffé l'argent pendant un moment. Maintenant, quand la condition du sang est arrivée, on lui dit, bon, il faut amener quelqu'un à sacrifier. Malheureusement, ce jeune-là, ses parents étaient ancrés en Christ. Vraiment, ils priaient beaucoup. Il n'y avait pas moyen de toucher. Donc, il va maintenant vers son ami, il dit, ah, vraiment, là, vous m'avez demandé la condition, vous m'avez demandé de faire. Moi, je ne sais pas, parce que si je touche mes parents, vu la main, ils sont ancrés en Christ, c'est même impossible, parce que c'est moi-même qui vais partir. L'ami lui dit, oh, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est un petit problème, t'inquiète. Et comme ils avaient l'habitude de faire des randonnées, et je veux aussi interpeller ceux qui aiment souvent aller en randonnée. On ne va pas en randonnée avec n'importe qui. Voilà. Et ils avaient l'habitude d'aller souvent en randonnée. Et c'est comme ça que le riche dit à celui qui l'avait entraîné dans sa secte que il suffit juste d'organiser une séance de randonnée et de là, on va tout planifier pour faire des sacrifices, puisque les randonnées se passent dans des grandes forêts, genre vous partez avec des sacs à dos autant pour moi, vous partez avec des tentes et autres, donc vous pouvez passer des nuits et autres, et ensuite ressortir dans la forêt. C'est comme ça qu'il dit, bon, on va juste organiser des séances de randonnée et inviter les jeunes avec qui on a l'habitude d'aller en randonnée. Ils ont fait leur séance, puisqu'ils avaient un groupe même pour ça, ils ont envoyé des demandes. Connaissant la jeunesse d'aujourd'hui, on aime tellement le show, le vin, tout ce qui a le groove et autres, la joie. Mais qui va refuser au fait ta demande de sur quoi tu vas pas dépenser? Ma boule, comme ils étaient, ils sont partis à la randonnée. Et dans la randonnée, leur 3e ami, il a dit carrément à ses frères que bon, votre randonnée là, moi, j'ai pas vraiment de moyens, donc je ne pourrais pas être cette fois-ci. Je préfère envoyer pour la prochaine randonnée. Ses amis disent non, on va contribuer pour toi, t'inquiète, il y a quelque chose à contribuer, on va le faire à ta place, faut pas t'inquiéter. Il accepte. C'était d'abord un signe de 1. Le gars n'a pas compris. Le matin même où il devait aller en randonnée, sa maman tombe gravement malade. Le jeune, il porte sa mère, il l'amène à l'hôpital. Et il va en randonnée, il ne dit pas à sa mère que maman, là, je te laisse à l'hôpital, là, je suis en train d'aller en randonnée. C'était un signe. Mais il n'a pas compris. Il a laissé sa mère à l'hôpital, il est allé en randonnée avec ses amis. Quand ils vont en randonnée, puisque c'est quand même une zone très retirée de la ville, et dans cette zone même de randonnée, c'est une zone connue, c'est comme une zone pour des crimes rituels et autres, des ritualistes. Donc c'est vraiment retiré de la ville. Ils ont loué des véhicules, ils ont chargé des jeunes, ils sont partis. Quand ils arrivent maintenant à l'entrée de la forêt où ils vont souvent pour faire leur randonnée, les 2 sectaires leur disent que bon, personne n'amène son téléphone, hein, parce qu'il faudrait que la randonnée se passe bien, on n'aimerait pas être distrait. Voilà, tout le monde a son téléphone dans les véhicules. Ils ont essayé de bouder, mais ils ont essayé de convaincre, en fait, genre, laisser quand même. Et voilà, tous ont laissé les téléphones dans la voiture. Dans les voitures, ils sont entrés en forêt. Premier constat, ils constatent que la route qu'ils prennent souvent pour aller en randonnée, c'est pas cette même route qu'ils ont pris cette fois-ci.
C'est comme ça qu'ils interpellent que, mais vous nous amenez où là? Parce que ça, c'est pas la même route au fait qu'on a l'habitude de prendre pour aller en randonnée. Les gars disent que non, on a changé et autres. Ils marchent presque, je pense que toute une journée dans la forêt, ils n'arrivent jamais à randonner. Donc, ils sont quand même éloignés de la zone des éco-gardes parce que dans cette forêt, il y a souvent des éco-gardes qui minent le territoire jusqu'à un niveau. Là, ils sont éloignés des éco-gardes et ils avaient déjà placé des hommes dans cette forêt pour faire des crimes rituels au fait à ces jeunes-là. C'est comme ça que il marche. Le jeune le plus pauvre, il a commencé au fait à avoir un 6e sens, genre, il n'était pas trop devant, donc il était maintenant derrière. C'est comme ça qu'il a pu s'échapper. Quand il s'échappe, puisque c'est lui qui racontait l'histoire, à sa grande surprise, il tombe sur un monsieur costaud, géant avec la machette et aux gens, prêt carrément à la battre. Il dit là, je vois la mort devant moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il a pu s'échapper. Il est allé, il a quand même pu trouver les éco-gardes. Il a dit aux éco-gardes que voilà, il y a tout un groupe de jeunes qui sont en danger, vraiment essayer de faire quelque chose pour sauver la vie de ces jeunes. Lui, on a pu quand même lui faire remonter sur la ville. Et les éco-gardes, malgré leurs recherches, ça n'a pas vraiment abouti parce que la forêt, elle est immensement grande. Ça n'a pas abouti. Et quand ces jeunes ont constaté que celui qui avait fugué pouvait être un danger pour eux, ils ont tout simplement fait sortir le reste des jeunes la nuit, vraiment tard la nuit. Ils sont sortis de la forêt et ils ont redémarré les voitures où ils étaient garés, ils sont partis. Et ici, dans un grand restaurant de la place, il y a un mini bosquet au fait derrière ce restaurant. C'est comme ça qu'il y a un trou au fait comme une fosse septique où, par exemple, généralement, quand on fait des kidnappings et autres pour des ritualistes, donc c'est parfois à l'intérieur qu'on vient, on jette les gens dont on a attrapé pour faire des crimes rituels. Donc, puisque c'est tout un réseau, ils étaient peut-être près de 6, ils ont fourré dans cette fosse septique, là, ils ont jeté ces jeunes dans cette fosse septique, ils ont fermé. Et ils venaient de jour en jour, ils enlevaient une personne, peut-être une semaine après, ils enlèvent une personne. Ils viennent encore l'autre semaine, ils enlèvent une personne et la personne ne revenait plus, la personne disparaissait. C'est comme ça que ils ont pu quand même, bon, le reste, il restait 3 à l'intérieur, ils ont pu soulever la fosse septique, je veux dire quoi, le couvercle au fait qu'il y a sur la fosse septique, ils ont pu soulever, mais tellement ils ont fait presque près d'un mois dans cette fosse, sans nourriture, sans boisson, il n'y avait plus de force. Il y avait une fille parmi eux qui avait encore un peu la force genre de ramper, elle était devenue vraiment comme une folle, mince, chétive, vraiment bizarre. Elle a pu sortir. Donc, ils ont demandé, essaye un peu de partir, puisque toi, tu avais encore un peu d'énergie, si tu peux demander de l'aide pour qu'on vienne nous sauver. Elle est sortie. Quand elle sort maintenant, il y avait une station quand même pas loin de l'endroit où ils étaient. Elle va demander de l'aide. Aidez-nous. Les gens l'ont considérée comme une folle. Les gens l'ont pris pour une folle, au fait. Personne n'a cru à l'histoire qu'elle racontait. Mais il y a quand même des gens qui ont quand même donné de l'argent. Genre, elle demandait j'ai faim et autres. Elle connaissait encore, heureusement, elle connaissait encore là où il venait chez elle. L'argent qu'on lui a donné, elle a pu prendre le taxi et elle allait auprès de ses parents. Elle a raconté l'expérience, le vécu, ce qu'elle a vécu pendant tout ce temps. Et au vu du danger, au fait, le danger dont les 2 personnes couraient, obligées de leur faire sortir du pays. Et c'est de là où ils sont qu'ils ont essayé de raconter l'histoire, au fait, pour sensibiliser le reste de la jeunesse, parce que de jour en jour, surtout avec nos pays là, des crimes routiers, des kidnappings, des enlèvements, des enfants qui ne reviennent jamais. Donc, juste sensibiliser au fait que ton ami, il faut plus avoir peur de ton ami que de ton ennemi, au fait, parce que c'est ton ami qui peut planifier ton décès et voilà. Donc, c'était ça. Merci beaucoup pour l'histoire, Diane. Wow. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et vous, ça va? Je vais très bien, merci. Ah, d'accord. En fait, je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Ça s'est passé à Libreville. Bon, parce que après tout ça, j'ai voyagé, je suis sortie du pays. Donc, je suis allée louer chez... Enfin, j'ai cherché un appartement, un studio à Libreville. Donc, je suis tombée chez une dame qui était célibataire. Et la dame vivait juste seulement avec son fils. Donc, le jour que j'ai trouvé le studio et tout, je suis partie avec mon petit ami, puisque lui également, il vivait ailleurs. Moi aussi, j'ai cherché un studio pour vivre moi-même parce que en ce moment-là,
Je voulais être seule. On ne voulait pas encore des choses vraiment sérieuses. Donc, mon petit ami et moi, on est allé payer le mois d'avance et comme on fait d'habitude. Donc, les premiers mois, là, ma bailleuse, ce mois, ça s'est passé très bien. Ça s'est passé bien au début et tout. Mon petit ami venait de temps en temps, il venait de temps en temps, après il partait, il venait de temps en temps, il partait. Un jour, elle me pose la question, mais attends, mais pourquoi vous ne vivez pas seul? Vous ne pouvez pas ensemble et tout? Pourquoi tu décides de vivre? Je dis, ah, lui et moi, on a décidé comme ça. Il vit ailleurs, moi aussi je vis ailleurs. Alors, un soir, quelques temps après, pourtant la dame, à ma connaissance, elle priait, hein? Elle priait. Donc, quelques temps après, à chaque fois que j'installais les choses à ma corde à linge, je remarquais qu'il y avait des choses qui disparaissaient. Bon, la première fois, j'ai pas trop prêté attention. Les choses disparaissaient. Un moment après, je me dis, bon, là, ça devient un peu trop. J'ai essayé de demander au fils de ma bailleuse. Je dis, mais attends, à chaque fois que j'installe le linge et mes choses, il y a des choses qui disparaissent. Est-ce que par hasard, c'est pas vous qui enlevez et puis vous oubliez de me remettre et tout? Il me dit non. Attends, le soir, je vais demander à maman quand elle va rentrer. Il demande à sa mère dit non, on n'a pas pris les choses et tout. Je dis ok, d'accord. Des mois sont passés. Un bon matin comme ça, elle vient, je ne sais pas ce que lui pique, elle vient me dire, il faut que tu sortes de ma maison. Je dis que je vais sortir de ta maison comment? Je paye bien la maison, non? Oui ou non? Oh oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, je veux que tu sortes de ma maison. Il faut que tu sortes de ma maison. J'ai dit, ok, d'accord. Je vais appeler celui avec qui j'étais venu payer la location, le premier mois et tout, et puis tout ce qui s'ensuit. Elle dit, je n'ai pas besoin. Tu appelles comment qui tu veux. Tu sors de ma maison. J'ai dit, ok, d'accord. Dans la nuit, quand je dors, elle a voulu accélérer les choses pour me faire partir de la maison. Dans la nuit, quand je dors, je fais, comment on appelle ça, vous voyez quand vous dormez et puis vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est rentré pour vous faire peur ou bien je ne sais pas, comme ils viennent d'habitude avec leur puissance démoniaque là. Je suis paralysée au lit, je n'arrive pas à bouger, mais je sens qu'il y a une présence qui est rentrée dans la maison. Et donc la présence était 3 chats. Dans les 3 chats, je ne sais pas comment l'esprit, parce que moi aussi je prie beaucoup. Je ne sais pas comment Dieu me met à l'esprit que dans les 3 chats qui sont rentrés, il y a 2 mâles et une femelle. Donc, quelques temps après, je me réveille en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, j'étais frappée une prière là, vraiment, ça a même dépassé les frontières. Le matin, ça n'a même pas fait, je ne sais même pas, dès que le jour s'est levé. Elle vient me dire, je t'ai bien dit que sors de ma maison, tu veux me créer les problèmes. Sors de ma maison, tu vas me créer les problèmes. J'ai dit que maman, je vais sortir de votre maison, mais vous devez me donner un temps parce que je ne peux pas aussi sortir comme ça là. Je ne peux pas sortir comme ça. Donc, je suis allée expliquer l'histoire à ma grande soeur. Ma grande soeur m'a dit que pour éviter les problèmes, mieux tu sors de la maison d'autrui et tout et tout. Donc, comme ça, avant de sortir, je suis allée dormir chez ma grande soeur. Quand je dors chez ma grande soeur, je rêve en fait que toutes mes choses qui ont été volées là sont chez elle. Donc, dans le rêve, je dis à ma grande soeur que je vais aller récupérer mes choses que j'ai laissées là-bas chez la bailleresse. Il faudrait que on aille récupérer ça. Donc, allons, tu m'accompagnes. Tout ça s'est passé dans le rêve. Donc, quand ma grande soeur m'accompagne, quand on arrive comme ça, on trouve que mes choses qui ont disparu sur la corde à linge, mes serviettes, mes tout, certaines choses étaient dans sa maison. Je dis à ma grande soeur que voilà les choses que j'ai cherchées et tout. C'était dans la maison de ma bailleuse. Elle dit, mais là, on fait comme... Je dis que non, je vais récupérer mes choses. Je dois récupérer ce qui m'appartient. Elle a dit, ok, mais comme la maison est fermée, tu vas faire comment? J'ai dit que la fenêtre est ouverte. Moi, je vais escalader la fenêtre. Je dois récupérer mes choses. Dans le rêve, hein. Donc, j'ai escaladé sa fenêtre et tout. Je suis rentrée dans la maison. J'ai récupéré tout ce qui m'appartenait. Tout, j'ai récupéré. On est rentré à la maison. Donc, quand je me réveille, j'explique le rêve à ma grande soeur. Ma grande soeur me dit, heureusement que tu pries beaucoup. Parce que si tu ne priais pas ce qui allait se passer, on ne connaît pas.
Et 2 semaines plus tard, j'ai eu de sérieux problèmes avec mon petit ami là. Jusqu'à ce que je voyageais, mon petit ami, on ne s'entendait plus. Il y avait plus rien, tout avait carrément changé. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ce sont peut-être les choses qui arrivent. Je n'ai pas tellement prêté attention. Mais après, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose que vraiment, si peut-être moi-même, on devait me gaspiller ou encore, si on a pu gaspiller ma relation et tout, c'est que vraiment. Donc, la seule attention que je peux attirer, vraiment, quand on voit nos vieilles mères là, ou encore nos mamans là, machin, célibataires, parfois c'est pas simple. Ou encore, il y a une petite jalousie qui plane au-dessus de nos têtes et tout. Donc, on doit vraiment faire très attention. C'était là ma petite histoire. Je disais donc merci déjà pour toutes les histoires qui nous édifient au quotidien. Bon, mon histoire ne va pas faire 5 minutes parce que c'est une histoire que j'ai vécue, pas par moi-même, mon voisin, il est décédé hier. Alors c'est un monsieur qui a peut-être 50 ans. Donc, il est décédé hier de suite de maladie. On ne sait pas trop comment il est décédé parce qu'on a découvert son corps sans vie après 1 semaine. Donc, c'était en pleine décomposition, quoi. Son histoire est la suivante. Il a reçu une lettre venant de sa grande sœur qui est en France. Et la lettre était adressée à quelqu'un d'autre. Donc, lui, il était chargé de remettre la lettre à quelqu'un. Je ne sais pas trop de qui il s'agit, mais c'était pas sa lettre. Alors, il se peut que il a lu la lettre qui ne lui était pas destinée. Et quand il a ouvert la lettre, il a commencé à devenir fou. Donc, il a commencé à parler seul. Et je parle comme ça de 20 ans en arrière. Hein. Donc, on rentre 20 ans en arrière. Il a passé 20 ans à être fou. Il marche, il marche. Il ne mange pas dans la poubelle, mais il marche, il pavade. Il marche seul, il court seul et tout ça. Un papa qui était costaud au départ, il se retrouve mince. Donc, il est décédé hier. Et en fait, on a découvert son corps hier. Ça faisait 1 semaine qu'il était... qu'on ne le trouvait pas, quoi. Ouais. Il a une fille, une amie. Et sa fille a découvert malheureusement son corps hier en état de décomposition. Donc, c'est un peu ça. Bon, en fait, la leçon de l'histoire est la suivante. Je pense que si quelque chose ne nous est pas destiné, essayons de ne pas être curieux, quoi. Donc, la curiosité est un vilain défaut. La partager. Voilà, j'ai voulu la partager avec nous, avec tout le monde ce soir. Merci. Merci beaucoup, chouchou. La curiosité est un vilain défaut. Les gens qui meurent seulement la mort des autres ici dehors. Peut-être que la lettre était destinée à tuer une autre personne. Ou bien seulement comme ça, toi tu vas dire, vraiment. You know I bring beans. Je viens pour raconter l'histoire de mon grand-père en fait. J'espère que tu vas bien quand même. Oui, ça va, merci. D'accord. Donc, en fait, ça s'est passé au village. Bon, vu que mon grand-père avait beaucoup de responsabilités, vous savez que dans les villages, quand on te sollicite un peu à gauche, à droite et tout ça, et il y a d'autres qui n'aiment pas ça, il y a certains jaloux qui n'apprécient pas ça. Donc, quand il y a souvent des problèmes, on t'invite, non, viens parler et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et parmi, il y avait, mon grand-père avait certains amis.
Et ces amis-là n'étaient pas d'accord. Bon, à chaque fois, quand on invitait et tout, ça les faisait mal, quoi. Ils n'étaient pas du tout contents. Bon, en tout cas, bon, lui, il s'en foutait. C'était pas son problème. C'est comme ça qu'un jour, on appelle mon grand-père. On dit que non, il y a... Enfin, avant, c'était les grands-pères, ils avaient souvent certaines protections là. Donc, quand tu veux faire quelque chose, tu veux lui faire quelque chose, et du coup, ça t'attrape. Donc, on a appelé pour dire, ah, il y a un de tes amis là qui a un souci, donc il faut venir. Tu dois prendre la poule et tu dois lui remettre la poule. Tu dois faire un sacrifice, en tout cas, de la poule, pour que lui puisse se libérer. Sinon, il va avoir un problème. Donc, on a appelé. Après, il est venu. Donc, il s'est rapproché. Il a dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai voulu faire des trucs bizarres. Donc, du coup, ça m'a attrapé. Donc, il fallait faire le sacrifice, en tout cas, pour sauver la personne en question. Donc, c'est comme ça que mon grand-père a dit, OK, pas de souci et tout ça. Donc, mon père, mais vu que ça s'est passé devant tout le monde, donc le monsieur a été humilié et tout ça là, les gens ont parlé, ah, mais comment il peut faire ça à l'autre et tout ça, machin. Les gens racontaient un peu, tu sais, dans les villages, quand tu fais un petit truc, tu vois, ça se propage un peu partout, par-ci, par-là. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il a eu un peu honte, mais mon grand-père, bon, ça va, il a dit, non, c'est pas grave et tout. Et c'est donc qu'il a fait le salut. Et puis maintenant, la personne n'est pas morte, ça va, ça allait, tout allait bien dans le village. Entre-temps, lui, il a gardé cette rancœur-là dans le cœur. Bon, et après quelques temps, il est venu, quelques mois plus tard, il est venu voir mon grand-père. Il a donné un vin à mon grand-père, donc mon grand-père ne savait pas. Donc, il était dans la maison. On avait même déjà oublié l'histoire. C'est comme ça que non, il a ouvert le vin. Le vin était fermé, mais le vin était empoisonné. Donc, il a pris, mon grand-père ne savait pas, donc il a pris, il a bu. C'est comme ça qu'on appelle, mais des mois vraiment plus qu'on a dit, ah, ton grand-père est mort. Je dis, comment tout le monde était étonné. Et après, quand on a essayé de faire des recherches et tout ça là, on a compris que c'est la personne là qui l'a délivré, qui l'a aidé là. C'est cette personne-là qui n'était pas d'accord du fait que non, peut-être qu'on l'a humilié devant tout le monde et tout ça là. Donc, il s'est vengé maintenant par la suite. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Comme pour dire que parfois, quand tu veux faire du bien, tu dis que, ah, vraiment, bon, tu veux bien aider, mais entre-temps, dans le cœur, l'autre ne pense pas à ça. Mais malgré le bien que tu as voulu faire, mais lui, il a toujours cette haine dans le cœur pour dire, il doit te faire aussi du mal. Donc, c'est comme ça que non, bon, ma mère nous conseille que non, et le vin avec les amis, je ne veux pas. Le vin, quand on vous invite, qu'on vous donne des cadeaux, que tout ça veut que ça, ce n'est pas bon, éviter. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Bon. Voilà un peu. DMG, méfie-toi. Je m'excuse. Il va atterrir là-bas. Ma mère a été amie avec une diplomate qui était aussi une Njomba. Ceux qui ne connaissent pas Njomba, c'est le deuxième bureau de mon oncle, de son frère. En fait, la fille était là, la dame est diplomate. Chaque fois, elle venait à la maison. Et bizarrement, quand elle venait, on pouvait avoir une causerie, mais ça finissait toujours par les histoires mystiques. Elle nous racontait toujours, oh, j'ai vu les pygmées dans mon jardin. Je lavais les habits, il est apparu dans mon jardin. Je l'ai giflé. Les trucs que tu ne comprenais pas. Ma mère qui est morte m'a appelé au téléphone. On dit que tu as Par contre, Lisa, il ne faut pas arrêter quand tu racontes, s'il te plaît. Elle dit que sa mère qui est morte l'a appelé au téléphone jusqu'à... elle a décroché. Ils ont parlé ensemble, genre, ils ont eu une conversation. Ma mère et moi, on faisait seulement, ouais, tu exagères, arrête un peu et tout. Bon, maintenant, le jour où tout a basculé, c'était pendant les vacances, je crois, il y a peut-être 5 ans, 4. Je suis allée à Yaoundé, chez ma mère. Du coup, j'étais invitée à l'anniversaire, pas à l'anniversaire, au galon à Etoudji.
Maintenant, je m'habille. Elle commence d'abord, avant que je m'habille, elle commence à me dire qu'elle veut m'envoyer acheter le héros. Je la regarde que genre, moi, je sors pas sur le soleil. Je sais pas, toi va appeler les voisins. Il y a une petite qu'on envoie souvent et tout. Moi, je suis pressée et tout. Elle dit que non, elle veut que moi, je parte acheter le héros et tout, et tout, et tout. Et que j'achète 2 plats de héros. Et que je ramène la monnaie. Je dis, ok, elle me donne 1 500. Elle me donne 2 000. J'arrive là-bas, elle me dit que j'achète 2 plats, c'est 500. La dame me dit que c'est 600. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème, tu vois. J'achète, je rentre, elle commence à me gronder. Que, oh, je t'ai demandé d'acheter pour 500, tu connais mes programmes, tout un diplomate. Je dis d'abord que, maman, je ne voulais même pas partir, tu as insisté, je suis partie, maintenant ce sont les problèmes. Ma mère, c'est pas ce gars, ne gronde pas mon enfant pour 200. Je vais te remettre tes 200, ce sont les 200 là que tu veux. Après, bref, moi, je laisse tomber, je vais prendre ma douche et tout. Je me change, je m'habille. Elle commence à dire à ma mère que pourquoi je porte les habits qui me couvrent sous le soleil. Je porte la veste avec le col roulé. Oh, machin, ceci, blablabla. Ma mère lui demande même que madame, bon, parce qu'elle ne veut pas dire son nom, je l'appelle madame. Madame, c'est comment? Depuis que tu es arrivée aujourd'hui, tu as une humeur, genre, tu as une humeur problématique. Tu veux seulement faire les problèmes, pourquoi? Et tout. Elle dit que non, comment tu peux laisser l'enfant sortir comme ça? Ma mère lui explique que non, l'enfant est en train d'aller étudier. Et on n'entre pas là-bas avec certains vêtements. Elle ne peut pas, elle doit seulement s'habiller comme ça parce que tous ses habits sont déjà. Elle dit alors que ok. C'est passé, moi je vais à ma fête. En rentrant, je trouve la population chez moi. Donc j'ai pas trop traîné là-bas. Je suis rentrée vers. Je suis partie déjà vers 14h. Je suis rentrée même vers 17h, 18h moins par là. Vu qu'il y a plus le soleil. Je vois un monde fou chez moi. Je comprends rien. Je voulais me dire croire que ma mère a fait la crise cardiaque et tout. Je voulais croire que ma mère a fait la crise cardiaque et tout. J'arrive, je vois la fille au milieu en train de pleurer. La dame, la diplomate en train de pleurer. Ma mère dans tous ses états, avec le balai à main. Je dis seulement que qu'est-ce qui se passe? Ma mère commence à me dire que Yolande, ma mère m'appelle Jolie Maman. Elle me dit Jolie Maman, viens voir la sorcellerie. Viens voir la sorcellerie et tout et tout. J'entre, je vais dans les toilettes. La dame a versé des trucs dans les toilettes. Genre les feuilles, les trucs bizarres, des huiles et tout. Ma mère me dit que elle était en train de bavarder avec elle. Son téléphone a sonné, elle allait dehors et en prenant son appel dehors, elle a vu la voisine. Ils se sont mis à parler. Elle est revenue, elle lui dit donc que je vais durer avec la voisine parce qu'elle me parle d'un truc important. Tu veux rentrer chez toi, je t'accompagne. La dame, la diplomate lui dit non, je ne rentre pas encore. Elle dit ok. Ma mère lui dit donc que je pars donc chez la voisine, tu m'attends quelques minutes. Ma mère part chez la voisine, elle ne fait même pas 5 minutes là-bas. Elle revient, elle trouve que la diplomate n'est plus là. Ma mère voulait aller se laver, prendre sa douche. Elle entre aux toilettes. Je ne sais pas trop, elle ne voulait pas allumer parce que c'était le jour et tout. Mais un cœur lui dit genre, allume la lumière. Dès qu'elle allume, elle voit donc les herbes, les poudres qu'elle a versées et tout. Ma mère appelle, veut balayer d'abord. Après, elle appelle la voisine. La voisine lui dit que non, ne touche à rien, ma chérie. Appelle la dame, elle revient ici. Si elle ne revient pas, dis-lui qu'on va la chercher. On va la saboter sur les réseaux et tout. C'est là où on rappelle la dame. Elle arrive. Elle fait une JK. C'est là où on rappelle la dame. Quand tu retires des consents en même temps, elle est déjà. On appelle la dame. Elle arrive avec. Elle arrive là, ouais, il y a quoi et tout. Tu connais comment les gens là font souvent. Comme s'ils ont trop l'argent du peuple. Il y a quoi? Tu me déplaces, j'étais là chez moi. Ma mère lui a dit que même si tu es où, reviens. Elle arrive, elle commence à bavarder. Il y a quoi? On lui dit que, ma mère lui demande qu'est-ce que tu es venu faire chez moi. Elle dit que chez moi, je suis venue faire quoi chez toi? J'ai rien fait chez toi et tout. Elle dit que la poudre, les huiles, les trucs que je vois, c'est quoi? Elle dit que j'avais ça sur mon corps depuis. Sûrement en voulant faire pipi, c'est tombé. Elle dit que tu avais tout un lot de poudre. Tu es assis sur le canapé. Pourquoi il n'y a pas ça sur le canapé? Pourquoi il n'y a pas ça dans le salon? C'est seulement on a les toilettes. Elle dit que, en fait, c'est le remède du palu. Elle est venue elle voulait faire son remède du palu. Ma mère dit qu'on fait les remèdes traditionnels chez quelqu'un. Tu as déjà vu ça où? Qui? Quand? Comment faire les remèdes traditionnels chez une autre personne?
Elle dit que non, c'est parce qu'on lui a demandé de faire les remèdes là en regardant le soleil. Et comme nous, on a, on va dire, un jardin arrière, une cour arrière, où les visiteurs n'ont pas forcément accès. Elle s'est dit qu'elle pouvait faire ça. Et puis elle allait aux toilettes et tout. Ma mère lui a dit que non, jamais. Tu vas ramasser. La dame commence à dire qu'elle ne peut pas ramasser. Est-ce que c'est sa maison? On lui demande de faire le ménage et tout et tout. Et on lui dit, tu vas ramasser. Elle dit qu'elle ne peut pas ramasser. Et c'est elle qui commence à élever le ton. Oh, c'est quelle manière? Je ne veux plus venir chez toi. Depuis que je viens chez toi, tu penses que peut te faire du mal? Mon frère, tu vas ramasser. Elle ne veut pas. C'est là où ma mère commence à leur crier. Tu ignores les mères. Venez, 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 venez. Les gens donc sont arrivés à la maison. Quand moi j'arrive, la fille pleure toujours. Je crois qu'il y a tous les donnements au quartier qui ont dit que non, ma mère, tente. On te tape, on prend les vidéos, on poste. Si tu ne veux pas qu'on te filme, non, balaye tes trucs. C'est comme ça que les grands commençaient à la menacer et tout. Elle pleurait toujours que je suis arrivée. Quand j'arrive, elle commence à me dire que, oh, témoigne, je viens tout chez toi, je ne suis pas ici. Oh, dis à ta mère. Moi, elle m'a raconté à tout le quartier que mon frère, la mère, c'est qu'elle vient toi, elle nous raconte les histoires bizarres. Si c'est elle qui a versé ça, tapez les ramasses. Quand ce ne sont pas les pygmées qui apparaissent dans sa chambre, c'est dans son jardin, elle parle avec les esprits. Donc, tapez les ramasses. C'est comme ça que dans les pleurs, les gars ont commencé à la menacer. Elle a ramassé ses trucs. Et en partant, ma mère lui avait dit que si ce que tu as mis aux toilettes là, c'était pour faire du mal, ça va retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi et tu ne vas plus jamais venir ici. Parce que la dame venait presque tous les jours chez nous. Elle dit, tu ne vas plus jamais venir ici. Tu ne vas plus jamais m'appeler. Tu ne vas même plus venir voir mon frère. Parce que mon oncle aussi n'habite pas très loin. Tu vas disparaître de la famille. Et vous, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qui est arrivé à la dame. Si elle vit, si elle est morte, si elle voulait vraiment nous tuer, ou c'était vrai les remèdes du palu. Là, jusqu'à maintenant, elle a disparu de la circulation. Du coup, c'est une histoire qui concerne un membre de ma famille. Ma tante, la petite sœur de ma mère, c'est leur cadette. Je vais un peu vous situer. En fait, il faut savoir que ma mère est dans un foyer polygamique. Je dis ça parce que c'est un peu important. Et elle est seule, en fait. Genre, ils sont nombreux à être même père, même mère, mais elle a sa mère à elle. Et donc, la petite sœur de ma mère aussi s'est mariée à un monsieur qui avait déjà deux femmes. Et au début du mariage, elle s'entendait trop bien avec les deux femmes. Après avoir accouché son premier enfant, c'était une fille. Elle a commencé à ne plus trop s'entendre avec la deuxième. Mais la première et elle s'entendaient merveilleusement bien. Donc, ça a commencé en fait un jour quand ça a commencé quand son mari a fini de construire leur maison. Parce que les deux premières femmes, ils avaient déjà leur maison que le mari avait déjà construit. C'est un commerçant, l'homme. Et du coup, il a fini de construire la maison de la petite sœur de ma mère quand elle a mis au monde sa première fille. Dès qu'elle est partie s'installer là-bas, chez elle, il a renouvelé tout en fait. Il a renouvelé les meubles, il a tout renouvelé. Est-ce que tu m'entends parce que tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord, ok. Du coup, il a tout renouvelé, il a renouvelé les meubles et tout. Il lui a construit un duplex avec 2 étages. Il a refait le salon. Bref, il a tout renouvelé. 3 jours après qu'elle s'est installée dans la maison a pris feu. La maison a pris feu. C'est même pas que elle avait cuisiné ou elle avait allumé ou quelqu'un avait allumé un truc. Non. Ça a pris feu du genre, elle était assise dans son salon. Elle élevait. En fait, quand elle s'est mariée, on lui a donné une de mes cousines. Donc, elle était assise avec ma cousine et sa fille dans son salon à elle. Elle a vu comment un côté du salon, dans un coin où il y a le rideau, a commencé à prendre feu. Elles sont sorties, elles ont fui. Donc, elles n'ont plus rien sauvé parce que le feu, dès qu'elles ont vu, ça a commencé à se propager très rapidement en fait. Ça a commencé à se propager très rapidement, le temps qu'elles appellent pour qu'on essaye de les aider, le temps que les voisins aussi commencent à verser de l'eau, du sable. Le feu a vraiment... c'est vraiment... je ne sais pas comment on dit.
Genre, ça a consumé toute la maison. Ça a consumé toute la maison de haut en bas, partout. Ils n'ont rien sauvé. Donc, ils ont déménagé. Il lui a pris une maison en location où elle est partie habiter. Et comme lui, c'est un grand commerçant qui ramène les meubles de Dubaï, qui ramène plein de trucs et tout, bah, c'était un peu facile pour lui de remeubler la maison. Il a remeublé la maison qu'il a pris en location pour sa femme, le temps de rénover l'autre maison qui s'est consumée. Mais quand elle est entrée et qu'il n'y avait pas les meubles, il n'y avait que le tapis, il n'y avait que le matelas au sol, elle a fait presque 1 mois. Mais dès qu'il a rénové la maison, ça a repris feu. Ça a repris feu, ça a pris feu tout seul. Personne n'a rien allumé. Et le jour où ça a repris feu, elle n'était pas là. Il n'y avait que ma cousine qui était à la maison et les personnes qui travaillent pour eux qui étaient là. Mais tout le monde a témoigné en fait qu'il n'y avait aucun feu qui était allumé une fois de plus. Donc, ils ont tout perdu. Ils sont sortis de cette maison-là et il a refait les travaux vu que c'est une maison qu'il louait. Donc, il était obligé de refaire les travaux. En ce moment, du coup, elle était obligée de retourner dans la maison familiale, quoi. Elle est retournée dans la maison familiale, restée pendant quelques mois, le temps que son mari termine de rénover leur propre maison qu'il a construite. Quand il a terminé de rénover la maison et qu'elle a déménagé avec sa famille, ils sont retournés dans la maison qui avait pris feu la première fois. Ils se sont installés, il a tout installé. En fait, il ne faisait pas la liaison avec un truc mystique ou bien avec un truc où quelqu'un pouvait leur lancer quoi que ce soit. Il se disait peut-être que parmi les domestiques ou bien même elle-même, comme nous on fait les encens, on fait les parfums là de maison avec l'encens et tout, peut-être que par inadvertance, ils ont dû le faire, mais oublier qu'ils l'ont fait, ou bien, bref. Ils redéménagent, même scénario. Dès qu'ils meublent la maison entièrement, la maison reprend feu. La maison reprend feu, genre tout se consume. Là, il a commencé à se dire que non, il y a un problème. Toute la famille a commencé à dire que non, là, il y a un problème parce que ce n'est pas normal qu'à chaque fois, c'est quand on meuble la maison qu'il y a les jolies chaises, il y a les armoires, tout ce qu'il faut, que la maison prend feu. Quand il n'y a que le tapis, la maison ne prend pas feu. Donc, ils ont commencé à travailler, à faire venir des imams, comme nous sommes musulmans, à essayer de je sais pas, de travailler dans la maison je sais pas comment dire en fait, je connais pas le terme, de travailler dans la maison comme notre religion en fait, aller lire le Coran, aller faire des trucs dans la maison. Ils ont commencé à faire ça et il lui a encore repris la maison en location du coup parce qu'il était obligé. Il lui a repris la maison en location, elle a déménagé, mais ils n'ont plus remis les meubles. Ils ont laissé comme ça, ils ont juste mis un tapis au sol, ils ont mis leur matelas et ils restaient là-bas. Entre-temps, elle est restée pendant longtemps parce que la 3e fois que la maison a brûlé, ça avait vraiment tout consumé. Même le plafond, vraiment tout. Ils ont vraiment tout perdu. Et lui, comme même pas à un espace de 1 année, la maison s'est consumée vraiment trop de fois et qu'il a beaucoup dépensé. Il s'est dit non, cette fois-ci, je vais faire autre chose en attendant quoi. Elle est restée dans la maison en location, elle a accouché ses enfants là-bas dedans, sans les meubles et tout. Et son mari a pris le temps de rénover. Entre-temps, on faisait les travaux, les lectures coraniques, on faisait tout dans la maison. Il a rénové la maison, il a remis les meubles et tout. Elle a déménagé, qu'elle était dans la maison en construction et qu'il n'y avait pas de meubles. La maison n'a pas pris feu. Elle a fait au moins 3 ans, je pense, 3 ans là-bas. La maison n'a pas pris feu. Du coup, quand elle est retournée dans la maison que son mari a construite, ça a encore repris feu. Ça a encore repris feu. Et quand ça reprend feu, en fait, on a remarqué que, vu que nous, chez nous, au Tchad, on porte beaucoup de l'or. Et qu'elle, pour son mariage, on a eu à lui offrir de l'or et tout. Et
Entre-temps, elle aussi, elle a eu à acheter. Entre-temps, son mari aussi a eu à lui offrir d'or. À chaque fois que la maison se consume, l'or disparaît. Vous savez, l'or, en fait, ça se consume, mais après, dans les débris, on peut retrouver, même si ça a brûlé et que ça a fondu, pardon, qu'est-ce que je dis? Ça a fondu, on peut retrouver un tas, en fait, d'or fondu quelque part. Mais on ne retrouvait jamais. Bon, à la fin de l'histoire, c'est que le feu a arrêté, la maison a arrêté de prendre feu lorsque ma grand-mère, qui est sa mère, est décédée. C'est à ce moment, en fait, que la maison de sa fille a arrêté de brûler. Depuis son décès, la maison n'a plus brûlé. Donc, certaines personnes dans la famille disent que peut-être qu'elle est partie mettre ses mains dans un truc de louche pour sa fille, vu que sa fille était dans un foyer polygamique, pour pouvoir protéger sa fille. Et peut-être la coépouse qui n'aimait pas, ou bien la coépouse qui l'aimait parmi les coépouses, il y a l'une qui aussi est allée aussi travailler pour contrecarrer, quoi. Et c'est ce qui fait que ce que ma grand-mère peut-être a fait pour protéger sa fille. Quand je dis ma grand-mère, c'est pas vraiment ma grand-mère. Ce qu'elle a fait pour protéger sa fille, en lançant peut-être aux coépouses de sa fille, est revenu sur sa fille. Enfin, un truc de ce genre, quoi. Donc, voilà un peu l'histoire. C'est une histoire qui est très, très longue. J'ai même pris beaucoup de temps à raconter. J'ai essayé de sauter certaines parties. Après, je connais pas c'est quoi la morale de l'histoire. Je sais pas quoi dire comme morale à cette histoire. En tout cas, on a quand même compris l'histoire. Ok, merci. Alors, merci déjà pour ta chaîne. Comme à l'accoutumée, je vais commencer par te saluer et saluer tous ceux qui participent activement à ce live. Alors, je vais vous raconter comment nous, on vivait avec un serpent bois dans le plafond de la maison sans savoir depuis des années. Alors, l'histoire se passe comment? Mon papa, sa première maison qu'il a construite, c'est ici dans le 2e arrondissement de Douala, au niveau du quartier Dernier Poteau, kilomètre 5, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, kilomètre 5. Donc, nous avons une maison là-bas, il avait une grande maison quand même, et il y avait certains locataires, donc tout autour, dans les boutiquiers, les petits studios et tout. Donc, on avait certains locataires. La maison centrale où nous on habitait était là. Tout le monde était autour et on cohabitait ensemble. Vous voyez les maisons à l'ancienne là. Donc, mes grands frères et mes cousins étaient un jour en train de jouer dans la grande cour qui était là et le ballon est passé par le plafond. Vous voyez les constructions d'avant. On faisait une extension sur le mur et le plafond vieillissant était un peu ouvert. Donc, ils ont donc joué. Et le ballon est passé à travers et allait se loger dans le plafond. Il était donc question maintenant pour l'un des plus courageux d'aller chercher le ballon dans le plafond. On a donc délégué mon grand frère qui était un peu courageux. Il cherche dans une petite échelle là, il essaie d'entrer dans le plafond. Sauf qu'il constate que le ballon est allé très loin dans le plafond, un peu plus loin. Donc, il descend d'abord. Il prend un peu son souffle. Vous voyez les plafonds un peu obscurs avec tout ce qu'il y a comme câble électrique et tout. Il avait un peu peur, donc il descend, il prend son souffle. Les amis, mes cousins, les cousins demandent vas-y, va approcher le ballon. Allez, il remonte. Il fait donc quelques pas dans le plafond, en rampant bien sûr. Quand il touche le ballon, il se rend compte que quelque chose a bougé. Il lève donc la tête, il regarde du côté. Il voit un gros serpent logé dans le plafond. Vous imaginez quelqu'un dans le plafond assez étroit et il voit un serpent là-bas. Des bandas dans le plafond. Allez, il tombe. Bon, entre parenthèses, je suis de Ndobian, du Cam, donc je suis Yabassien. Il descend donc ça veut dire serpent. Merci beaucoup dans les commentaires. Donc, il se rend compte qu'il y a le serpent. Et tout le monde est un peu subjugué parce qu'il dit, on croit qu'il délie. Et un de mes oncles qui est assez courageux lui dit, tu as vu où? Il dit qu'il a vu un serpent dans le plafond. C'est quand même quelqu'un de 16 ans. On estime que voilà, il ne peut pas divaguer. Mon oncle, donc, un peu plus âgé, prend celui de remonter avec une torche, puisque le plafond est un peu obscur. Il essaie de
fait passer la lampe sur le plafond et il se rend compte qu'il y a un gros serpent qui se refoule sur lui-même au fond, donc dans la chambre qui donnait à la chambre de mon papa. À la chambre de mon papa, donc dans le plafond. Et il descend lui-même paniqué et il confirme qu'effectivement il y a un serpent là-bas. Il disait vrai. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mon papa, c'est un officier de police. Donc directement, il prend une moto. Il s'en va au niveau, à l'époque, vous connaissez la PJ, donc c'est même le même emplacement, mais ils avaient une dépendance au niveau de Bonanjo. Aujourd'hui, ça a changé. Il se rend dans le lieu de service de mon papa et malheureusement, il est en patrouille. Donc, on appelle mon papa, on lui dit c'est grave chez toi, rentre à la maison. Tout le monde est paniqué et il faut dire que mon papa est polygame, donc toutes les femmes sont dehors avec les enfants, tout le monde, le quartier en train de se dire mais ça c'est quoi? Un serpent ici en plein centre-ville, qu'est-ce qui se passe? Mon papa arrive dans la maison quelques minutes après. On lui dit qu'il y a un serpent dans la toiture. Il dit quoi? Un serpent? Il dit oui. Donc il dégaine d'abord son P4. Il essaie de monter lui-même. Il torche. Lui-même il voit le serpent dans le plafond. Il descend donc. Il appelle tous les locataires et il les met là. Il appelle toutes ses femmes. Il se rassure que tout le monde est là. Il est un peu lui-même paniqué parce que vraiment on a beau être un policier. Face à ce genre de situation, souvent c'est difficile de savoir comment agir. Tous les locataires viennent donc et parmi les locataires, il y a un nordiste. Un nordiste qui lui-même était policier, gardien de la paix. Il louait chez nous avec sa femme et ses enfants. Donc, lui aussi, il est intrigué, mais vous savez, nos frères du Nord là ont quand même certaines aptitudes métaphysiques. Donc, lui, il entre dans sa chambre. Il ressort avec son t-shirt. Lui-même, il avait un FAL. Le FAL, c'est le long fusil que vous voyez souvent les policiers avec. Il ressort avec son FAL et il arme. Il essaye de regarder l'environnement. On le voit un peu très perturbé là. Il rentre encore dans sa pièce. Sa femme vient dire à mon papa d'attendre que son mari va lui dire quelque chose. Il entre dans la pièce et il ressort. Quand il ressort, il dit à mon père de ne pas tirer. Directement, il part voir un de nos locataires qui avait une boutique en même temps à l'avant. Il lui dit devant tout le monde, va enlever ce que tu as mis là-bas en haut. Tout le monde est étonné, mais quelle est cette agressivité là? Ça attire la curiosité de tout le monde. Il dit, va enlever, sinon je t'abats et j'abats ton serpent là. Ah. Mon père se rapproche de lui, les mamans, les frères du quartier, les gens. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Il dit que c'est lui qui a mis ce serpent là. Et je lui avais déjà dit d'enlever ça ici. Ça veut dire qu'il n'a pas enlevé. Va enlever le serpent que tu as mis là-bas en haut. Vous prenez vos choses, vous les bamliquez, vous venez mettre dans le toiture des gens. On est étonné. Mais le gars qui l'accuse n'est pas très gêné. Il est un peu juste confus là. Il essaie de fuir le regard des gens. Mon père l'arrête donc pour lui dire, mon ami, ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce que tu dis de ça? Il lui dit, non papa, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il allume le gars, une claque, bam, devant tout le monde. Il dit, je t'ai dit, va enlever. Et il arme son âme. Sinon, je tue ça et tu meurs ici. C'est comme ça que le monsieur, tout peureux aussi, par exemple, deux policiers devant toi qui te menacent, il entre dans sa petite boutique. Il fait ce qu'il a à faire. On rentre, il dit que c'est bon. On rentre dans leur plafond, on essaie de fouiller. Il n'y a plus rien. Mon père, tout confus, tout paniqué, regarde et est un peu intrigué en même temps. Lui demande, mais qu'est-ce que c'était? Il lui dit, non, vraiment, vieux, ça ne fait pas du mal aux gens. C'est mon truc comme ça qu'on m'a donné quand j'étais petit. C'est mon grand-père qui m'avait donné ça. Et mon père se met à le bastonner en lui disant, mais tu mets ça chez moi si ça tue. Donc vous imaginez un peu un papa qui est vraiment avec beaucoup d'enfants dans la maison, paniqué de voir ce genre de choses arriver chez lui. Il se met à le bastonner. C'est le nordiste policier qui essaie de l'arrêter pour lui dire non vieux, ça ne faisait pas du mal. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, il n'a pas respecté les interdits de son totem. On va dire comme ça, c'était son totem. Il n'a pas respecté les interdits de son totem. Et son totem a commencé à divaguer. Et vous savez, un serpent comme celui-là cherchait un endroit chaud. Donc, ça allait se réfugier au niveau de la toiture. Mais selon ses dires, ça n'habitait pas constamment là-bas. C'est juste ce jour-là, quand il a senti qu'on paniquait et qu'il a aussi constaté que c'était là-bas. Donc, cette histoire a vraiment traumatisé toute notre famille. Vous imaginez bien que ce n'était pas le moment de continuer. Personne n'a dormi à la maison la nuit.
et le locataire a dû partir et nous-mêmes, on a dû déménager complètement de cette maison. Donc, la petite morale que nous pourrons tirer de cela, c'est vraiment, nous qui avons des plafonds, faites souvent le tour de nettoyer vos plafonds, faites souvent le remue-ménage dans vos maisons, nettoyez tout, ne laissez jamais les choses statuer pour plusieurs temps en fait. C'est-à-dire que ce soit le frigo, que ce soit les cuisinières et tout ça, faites toujours le tour, bougez tout dans la maison, vous allez souvent être surpris de ramasser pas mal de choses. Voilà, c'est ma petite histoire et je crois qu'elle peut édifier les uns et les autres. Merci. Merci beaucoup, Demis. Finalement, quand l'histoire est passée, sans problème de connexion. Enfin.